Paranormal, phénomènes étranges, histoires fantastiques, les clés du mystère sur Sud Radio. D'après les différents témoignages relatés par Yves Lignon sur Sud Radio, on peut penser que nous survivrons après notre mort. Apparition pour certains, fantômes pour d'autres, hallucinations pour les plus sceptiques. Survivre pour visiter les vivants, revenir de l'au-delà pour laisser une preuve de l'après. Preuve irréfutable, objective. Aujourd'hui, la vie après la vie. Alors évidemment, le thème est fascinant, les récits captivants. Bonjour Yves Lignon. Bonjour Emmanuel. Donc une émission palpitante encore une fois. Aujourd'hui, la mort se manifeste. Ah, ça c'est vous qui le dites, une fois de plus. D'accord. Moi, je me contente, en tant que scientifique, de déclarer avec fermeté que certains phénomènes posent des questions. Parmi ces phénomènes, il y a les histoires de fantômes. Oui. Et j'en ai choisi une assez particulière ce matin, à la suite de la réaction d'une auditrice dimanche dernier, qui m'a dit l'histoire de Lucie, elle est très jolie. Oui. Malheureusement, Lucie, il est probable que ce n'était pas un véritable fantôme. Et oui. Alors cette semaine, nous allons raconter une histoire où indiscutablement le premier rôle est joué par un fantôme. Très bien, donc on peut a priori y croire à cette histoire. Non, ne me parlez pas de croire, jamais de croire. Ok. Est-ce que le phénomène est établi scientifiquement, objectivement? Et je vous réponds oui. C'est une histoire d'apparition fantomatique. Et au départ, dans les apparitions fantomatiques, nous avons un problème qui est toujours le même, c'est celui de la qualité du témoignage. Bien sûr. Vous comprenez que si une seule personne vous déclare, moi je ne sais pas, que le samedi vers 3h du matin, elle a vu des éléphants roses, elle est peu crédible. Bien sûr, elle était la seule. À partir de 10 personnes, il y a quelque chose derrière le phénomène, une cause que nous connaissons tous dans le cas des éléphants roses. Donc les scientifiques de mon acabit, en général, à propos des histoires d'apparition, disent il faut qu'on ait au moins 2 témoignages, mais totalement indépendants l'un de l'autre. Oui. C'est-à-dire que 2 personnes qui ne se connaissent pas, aient vu le fantôme. Ils peuvent se connaître, mais en tout cas que ce soit vraiment indépendant, qu'il n'y en ait pas une qui ait dit à l'autre, tiens, t'as vu là-bas? Il y a un truc blanc qui fait des bruits de chaîne. Dans ce cas-là, ça ne marche pas, parce qu'on peut penser que la première a influencé la seconde. Or, mon histoire de fantôme de ce matin, eh bien, elle a bien 2 témoins, et parmi ces 2 témoins, il y a ce qu'on peut appeler un grand témoin. Elisabeth Kubler-Ross, dont le nom doit être connu de certains, mais pas de tous. Hein. Non, pas de tous, qu'on peut qualifier de psychologue. Elle était d'origine suisse. Elle est morte en 2004 aux États-Unis. Elle était assez âgée, elle avait presque 80 ans. Et surtout, Elisabeth Kubler-Ross, c'est certainement le premier chercheur au monde, qui s'est intéressé d'abord à l'accompagnement des mourants. Vous savez qu'on en parle beaucoup à l'heure actuelle, il y a des livres qui sortent. Mais la première qui a posé le problème, qui a dit quand quelqu'un est à l'agonie, est en train de s'éteindre tout doucement, il a besoin d'un accompagnement. Et évidemment, à partir de ses travaux auprès des personnes agonisantes, Elisabeth Kubler-Ross a été amenée à se poser un certain nombre de questions, à étudier certains témoignages. Elle s'est penchée sur les expériences de mort imminente, et puis elle s'est interrogée, comme vous le disiez tout à l'heure, et même comme moi, sauf que moi je ne donne pas ma réponse en tant que scientifique. Elle s'est interrogée sur l'après-mort. Et donc, un jour, en 1977, donc elle était relativement jeune, c'était les débuts de sa carrière universitaire aux États-Unis, à Denver, dans le Colorado. Eh bien, elle a vu un fantôme. Oui. Et un fantôme, qui, diriez-vous, Emmanuel, et je vous le laisse dire, est revenu de l'au-delà pour la conseiller, pour lui donner un excellent conseil, mais un fantôme, et c'est ça qui est extraordinaire, a laissé une trace écrite de son passage. Alors ça, c'est exceptionnel. Oui, c'est exceptionnel. Une trace écrite qui existe toujours, que les enfants d'Elisabeth Kubler-Ross ont conservé. Le fantôme, il a dit, ben voilà, je suis là, c'est bien moi. Et qui a eu l'idée de demander au fantôme, laissez une trace écrite pour prouver que vous êtes là? Eh bien, c'est Elisabeth Kubler-Ross elle-même, ce qui prouve que les scientifiques sont bien qualifiés, bien placés pour s'intéresser aux histoires de fantômes. Alors c'est de cela que nous allons parler aujourd'hui. Du fantôme donc rencontré par Elisabeth Kubler-Ross. Dans un instant, la suite dans les clés du mystère. Paranormal,
Phénomènes étranges, histoires fantastiques, les clés du mystère sur Sud Radio. Et dans les clés du mystère, aujourd'hui, un fantôme rencontré par une très grande psychiatre américaine, Elizabeth Kubler-Ross. On est en 1977, c'est ça, Non, Yves ? je me suis trompé tout à l'heure, et en bon élève, vous faites l'erreur aussi, Oui. 1957. 1957. Au tout début de la carrière d'Elizabeth Kubler-Ross, Oui. et donc à l'université de Denver au Colorado. Et Elizabeth Kubler-Ross anime, à cette époque-là, un séminaire, justement, sur le problème de l'accompagnement des mourants. Un séminaire où on se pose beaucoup de questions. Parce que, jusqu'à présent, donc jusqu'à la date de ce séminaire, accompagner les mourants, c'était dire des prières, aller chercher le curé, c'était peut-être se lamenter. Mais, dit Elizabeth Kubler-Ross, personne ne prenait en charge ce que vivent les mourants à ce moment-là. C'est-à-dire tout le phénomène de deuil, l'acceptation, la colère, oui, etc. l'acceptation tout ça, ou le refus de ce qui se passe. On a conscience qu'on est en train de mourir, on n'est pas obligé d'être d'accord. Et donc, c'est vrai que c'était une grande nouveauté, parce que jusqu'à présent, l'accompagnement des mourants, c'était surtout être indifférent aux mourants. Dire, il meurt, bon, prions, pleurons, pensons à l'héritage, mais lui, c'est trop tard, voilà. allez hop. Donc, à ce séminaire participait un pasteur, que nous appellerons le pasteur Anderson. Et pour des raisons tout à fait professionnelles pour un pasteur, il changeait de ville, voilà que le pasteur Anderson est obligé de quitter le séminaire. Donc on lui trouve un remplaçant, c'est le pasteur Quincanon. Et le pasteur Quincanon est un excellent homme. Il a toutes les qualités humaines et toutes les qualités d'ecclésiastique que vous voudrez. Oui. Mais, comme on dit souvent, avec Madame Kubler-Ross, les atomes crochus, ça passe pas. Ça passe pas, ils s'entendent pas, il y a pas cette espèce de connivence intellectuelle qui est nécessaire dans un séminaire où on traite un tel sujet. Et donc, Elizabeth Kubler-Ross fait une espèce de petite dépression, et puis elle a envie de tout jeter, et elle dit « je vais démissionner de l'université ». Mais il faut qu'elle s'explique avec le pasteur. Il faut qu'elle lui dise « écoutez, je regrette, mais… » Ça ne marche pas entre nous. Ça ne marche pas entre nous, et puis on arrête tout, donc le séminaire ferme, je m'en vais. Il faut le dire à ce pasteur qui, encore une fois, est toujours souriant, toujours disponible, qui s'investit vraiment. Et elle décide qu'un certain soir du mois de mars, ce sera le dernier séminaire, c'est en fin d'après-midi, qu'elle va le raccompagner jusqu'à l'ascenseur, et que là, elle lui dira. Donc, on sort du séminaire. Alors, vous imaginez, c'est une université, comme toutes les universités contemporaines. Elles se ressemblent toutes. C'est comme les aéroports. Ouais. Donc, on est dans le couloir. C'est au 2e étage. Il y a le service, le département de Madame Kubler-Ross. Donc, il y a la salle de séminaire. Elle a son bureau juste à côté. Vraiment pareil partout. Et donc, on sort du séminaire. Les participants s'en vont. Puis, elle reste seule avec le pasteur. Elle lui dit... je vous raccompagne jusqu'à l'ascenseur. Et là, pendant ces quelques mètres, allez, elle va prendre son courage à deux mains, parce qu'elle sait qu'en même temps, elle va lui faire de la peine, mais elle-même se sent tellement pas bien, elle va lui dire, écoutez, mon cher Quincanon, bon, il faut qu'on arrête le séminaire, et moi-même, je vais vraiment prendre mes distances à l'université. Seulement, c'est dur à sortir, ça. Ah, bien sûr. C'est dur à sortir. Et donc, ça, le couloir fait peut-être 15 mètres, mais on en a parcouru 14, on est à la porte de l'ascenseur, et Madame Kubler-Ross n'a toujours pas dit « je laisse tomber ». Et donc, elle ne va pas arriver à le dire. On est à la porte de l'ascenseur, et donc c'est au revoir. Tard, oui, au revoir. Le pasteur dit même « à la semaine prochaine ». Très bien. Et à ce moment-là, il ajoute « écoutez, je ne m'attarde pas parce que je vois qu'il y a là quelqu'un qui probablement vous attend, quelqu'un qui veut vous voir. » Et Elizabeth Kubler-Ross détourne la tête, elle voit bien, elle aussi, qu'il y a quelqu'un, et que visiblement, à cette heure-ci, c'est quelqu'un qui souhaite rencontrer Madame Kubler-Ross sans avoir demandé rendez-vous. D'accord. Et ce quelqu'un, Elizabeth Kubler-Ross le reconnaît. C'est une certaine Madame Schwartz. Et cette Madame Schwartz, pourquoi Elizabeth Kubler-Ross la reconnaît-elle ? Parce qu'elle est morte depuis 10 mois, et c'est elle, Kubler-Ross, qui l'a accompagnée. Et effectivement, le pasteur, sans se douter de rien, appelle l'ascenseur, monte,
Et Elisabeth Kubler-Ross se trouve littéralement face à un fantôme, mais un fantôme que quelqu'un d'autre qu'elle a vu. Alors évidemment, elle sait que c'est un fantôme, puisqu'elle sait que cette personne-là qu'elle voit est décédée. Comment elle va réagir et qu'est-ce qui va se passer lors de cette rencontre, c'est ce qu'on va découvrir dans un instant dans les Clés du Mystère. Une histoire de fantômes, de revenants et de messages aussi, peut-être, c'est ce qu'on va découvrir évidemment dans les Clés du Mystère. Alors nous sommes en 1957, nous sommes dans une université, devant un ascenseur, il y a un pasteur et puis il y a cette psychiatre, Elisabeth Kubler-Ross. Et tous les deux voient une femme derrière, Madame Kubler-Ross, sauf que Madame Kubler-Ross se rend compte qu'il s'agit de Madame Schwartz qui est décédée depuis 10 mois. Donc voilà. Le pasteur s'en va alors il s'est rendu compte que cette femme était là, il a bien vu cette présence. Madame Kubler-Ross, donc, elle est quand même un petit peu déstabilisée, là, sur le coup. Elle sait que Madame Schwartz, qui est en face d'elle, est décédée depuis 10 mois. Ne le seriez-vous pas? Justement, oui. Bon, alors, point à noter, c'est que le pasteur Quincanon, ultérieurement, confirmera. Et il dira, oui, Madame Kubler-Ross m'a accompagné à l'ascenseur, elle était mal à l'aise, vous savez, il fallait qu'elle annonce la fin du séminaire. Mais finalement, nous nous sommes quittés un peu précipitamment parce que quelqu'un l'attendait. Donc, il n'y a pas de problème. Ouais. Seulement, il semble bien que ce brave Quincanon n'ait peut-être pas vu exactement la même chose que Elisabeth Kubler-Ross. Ah. Parce que si vous voyez une forme vaporeuse, je suppose que vous seriez choqué. Évidemment. Or, Elisabeth Kubler-Ross a vraiment eu l'impression de voir Madame Schwartz, mais quelque chose d'assez vaporeux, pas humain, si vous voulez. Alors que le pasteur Quincanon, d'après son témoignage, n'a rien remarqué. Bon, il y a quelqu'un qui vous attend, je vous laisse, excusez-moi, bonsoir. Comme si c'était vraiment un être humain qui était derrière. La première réaction de Madame Kubler-Ross, ça a été de dire « je suis psychiatre ». La schizophrénie, je connais. D'ailleurs, je me suis intéressé, j'ai essayé d'aider de nombreux schizophrènes. D'autre part, je suis moi-même un peu fatigué. Or, elle ajoute, parce qu'elle a fait un compte-rendu, quand les schizophrènes sont souvent victimes d'hallucinations, et quand un schizophrène me dit qu'il voit quelqu'un, je lui réponds très doucement, très calmement, mais moi, le médecin, je ne le vois pas. Et là, c'est Elisabeth Kubler-Ross, je la vois, et il l'a vu. Il est quelque part vers le rez-de-chaussée, mais il a dans la tête qu'il a vu quelqu'un. Alors effectivement, elle est assez déstabilisée. Ouais. Elle est assez déstabilisée parce que ce qui lui arrive, ça ne rentre pas dans le cadre de ce qu'elle a appris à l'université. Bien sûr. Elle a appris que le fou voit le fantôme, mais il est tout seul. Allez voir. Et elle n'a pas le temps de réfléchir, de prendre peut-être un peu d'esprit critique, parce que bien évidemment, vous allez le dire, parce que vous êtes une grande lectrice d'histoire fantastique, mais ça, c'est une histoire scientifique. Oui. Bien évidemment, appelons cela le fantôme de Madame Schwartz, le fantôme prend la parole. Il s'adresse. Okay. Bonjour, docteur Kubler-Ross. Oui. J'étais venu vous voir. J'ai quelque chose à vous dire. C'est d'autant plus étonnant que Madame Kubler-Ross sait que Madame Schwartz est décédée. Quoi. Je suis venu voir. Donc elle se dit quoi? C'est un sosie? Elle se dit quoi? Elle a une réaction, je dirais, de scientifique primaire, comme je le suis trop souvent, paraît-il. Oui. C'est-à-dire que voilà que le fantôme, ce qui lui paraît vaporeux, lui parle. Elisabeth Kubler-Ross ne répond pas, mais elle s'approche pour le toucher. Ah oui. Réaction, encore une fois, scientifique. Je vais voir. Bien sûr. Et elle trouve que cette forme vaporeuse qu'elle a sous les yeux n'est pas vaporeuse. D'accord, forme humaine, quoi. Oui, elle touche un corps humain. Mais curieusement, ce corps, ou plutôt cette personne qui est vivante, qui est vue vaporeuse et qui au toucher ne l'est pas, ne réagit pas. Moi, si je m'approche, si je touche quelqu'un, un petit bond en arrière. Oui. Surtout s'il est venu pour me parler. Mais non, là, le fantôme ne réagit pas, mais insiste. Et écoutez, Madame Kubler-Ross, je suis venu, j'ai quelque chose à vous dire. Et là, la seule réaction possible d'Elisabeth Kubler-Ross, c'est bien, mon bureau est à quelques pas, remontons le couloir,
accompagnez-moi. Et donc, quelques instants de plus, et dans le soir qui tombe, Elisabeth Kubler-Ross va se trouver dans son bureau, assise face à un fantôme qu'elle connaît. On est dans le surprenant, on est dans le paranormal et on va y rester dans un instant de Les Clés du Mystère. 11h, midi, Les Clés du Mystère, sur Sud Radio. On a deux personnages, on a un psychiatre et nous avons également un fantôme qui est connu de la psychiatre, et la psychiatre sait très très bien que ce fantôme est décédé il y a 10 mois. Donc voilà, il y a une espèce de forme vaporeuse au niveau visuel, mais au niveau du toucher, c'est un petit peu comme un humain qui lui ne réagit pas quand on le touche. Donc en même temps, c'est pas tout à fait humain. Bref, elles partent toutes les deux donc dans le bureau de Elisabeth Kubler-Ross, puisqu'il s'agit d'elle, psychiatre donc aux États-Unis, on est en 1957. Elles marchent comme ça toutes les deux. Elles marchent tranquillement. Elles font du bruit toutes les deux avec les chaussures. Elles doivent porter des talons quand même. Alors, mais il y a des détails justement au niveau du son. Si, les détails, ils ne sont pas là où vous avez l'air de penser qu'ils pourraient se trouver, Emmanuel. Par exemple, Elisabeth Kubler-Ross qui, de suite après, dès que le fantôme a eu disparu, a tout mis par écrit, bien sûr. Elisabeth Kubler-Ross dit, nous arrivons à la porte de mon bureau et c'est le fantôme qui l'ouvre et me fait signe de passer. Un peu comme si j'étais invité dans mon propre bureau. Et quand on accompagne quelqu'un, c'est quand monsieur le directeur vous dit « Venez Emmanuel », etc. Ouais. Vous le suivez jusqu'à son bureau et c'est lui qui ouvre la porte. Ouais. Et non, donc c'est elle qui est le fantôme qui est le maître des lieux, mais toujours est-il que elle ouvre la porte, elle fait signe à Elisabeth Kubler-Ross « Rentrez chez vous ouais. ». Asseyez-vous. Alors Elisabeth Kubler-Ross a quand même un réflexe, elle passe derrière sa table de travail, le fantôme prend le fauteuil destiné aux visiteurs, et puis maintenant, qu'est-ce qu'on va se dire ? Qu'est-ce qu'on va se faire ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Alors heureusement, Elisabeth Kubler-Ross n'a pas à se demander comment entretient-on une conversation avec un fantôme auquel elle précisera bien par la suite qu'elle ne croyait pas, parce que c'est le fantôme qui prend la parole. Et il ne dit même pas vous me reconnaissez, docteur, je suis Madame Schwartz. Oui. Mais c'est évident que c'est Madame Schwartz. Elle n'a pas à se présenter. Au contraire, elle commence par déclarer, docteur Kubler-Ross, je suis venu. Ah oui. Venu, donc ça vous fait plaisir, venir de l'au-delà. Je suis venu pour vous dire deux choses. Je vous apporte littéralement un message. La première chose, c'est que je voulais vous remercier, vous et le pasteur Anderson, celui qui était parti, pour la manière dont vous m'avez accompagné. Vous avez fait quelque chose de formidable. Tout ce que vous avez fait pour moi, au moment où je suis morte, le fantôme, à ce moment-là, dans le discours, s'assume, si j'ose dire, en tant que fantôme. Il dit bien au moment où je suis morte. Et j'ai une seconde chose à vous confier. Vous ne devez pas abandonner ce que vous faites à l'université. Voilà le conseil en l'occurrence dont on parlait en début d'émission. Alors, le conseil du fantôme. Mais c'est là peut-être qu'Elisabeth Kubler-Ross est profondément déstabilisée. Parce qu'elle a d'abord devant soi, qu'est-ce qu'on peut dire ? Quelque chose. Oui, fantôme, c'est le moins mauvais mot, mais c'est le mot par défaut. Parce que, encore une fois, elle a touché de la chair. Et pourtant, elle voit une forme vaporeuse. Elle entend une voix humaine. Et cette voix humaine dit sur le ton le plus tranquille du monde, je vous remercie pour ce que vous avez fait pour moi au moment de ma mort. C'est donc un mort qui parle, littéralement. Il parle avec les intonations d'un vivant. Et puis, comment ce fantôme, cet être, pourrait-il savoir qu'Elisabeth Kubler-Ross a pris une décision quelques heures auparavant, qu'elle a dit j'arrête le séminaire, je vais en parler au pasteur Quincanon. Eh bien, le fantôme lui dit vous ne devez pas abandonner votre séminaire. Elisabeth Kubler-Ross est vraiment à ce moment-là. C'est curieux, mais si vous voulez, on a beau être une grande intelligence, quand on vit une histoire pareille, on n'a pas un comportement banal. Moi, je suis persuadé
que vous et moi, nous aurions été déstabilisés dès que nous aurions vu le fantôme. Bah évidemment, d'autant qu'elle savait que cette personne-là était décédée. Moi, je me permets de prétendre que j'aurais gardé mon esprit scientifique, ouais. que je n'aurais pas joué des castagnettes avec mes genoux, mais malgré tout, bon, il m'aurait tardé de connaître la suite. Ouais. Et donc, Elisabeth Kubler-Ross n'est pas vraiment déstabilisée par ce qui s'est passé entre l'ascenseur et son bureau, mais parce qu'elle entend qui lui parle d'une pensée finalement intime. Parce que si elle ne l'a pas dit tout à l'heure à Queen Cannon qu'elle a abandonné le séminaire, elle ne l'a dit à personne. Et le fantôme est au courant et lui dit, vous êtes en train de prendre une mauvaise décision, ouais. Vous ne devez pas renoncer à ce séminaire. Alors c'est là, vraiment, que Elisabeth Kubler-Ross ne sait plus où elle en est. Nous sommes à Denver en 1957. Nous sommes avec une célèbre psychiatre, Elisabeth Kubler-Ross, qui fait donc un séminaire avec un pasteur sur l'accompagnement des mourants. C'est elle, Elisabeth Kubler-Ross, qui a décrit les différentes étapes de l'acceptation de la mort. Voilà, les 5 étapes. Je crois qu'il y en a 5. Le déni, la colère, l'acceptation, etc. Elle fait ce séminaire avec un pasteur avec qui elle s'entend pas très bien. Elle a envie d'arrêter ce séminaire et elle rencontre un fantôme, Madame Schwartz, qu'elle a connue auparavant, qui est décédée depuis 10 mois. Et ce fantôme, qui a une apparence un petit peu comme ça vaporeuse, mais qui vraisemblablement parle comme un véritable humain, lui donne le conseil de revenir sur sa décision, c'est-à-dire de ne pas arrêter ce séminaire. Hein, c'est bien ça, Yves? Oui, le conseil d'ailleurs étant basé, n'abandonnez pas votre séminaire, sur la première chose que le fantôme a voulu dire, c'est « je vous remercie de ce que vous avez fait en m'accompagnant au moment de mon décès ». Et donc, c'est à cet instant qu'Elisabeth Kubler-Ross vraiment sent qu'elle perd les pédales. Oui. Et elle se lève, elle dit, il faut que j'atterrisse, il faut que je me demande qu'est-ce que je fais, je rêve, qu'est-ce qui m'arrive. Donc elle se lève et elle commence à tout palper dans le bureau, son fauteuil, le porte-manteau, sa table, les crayons. Pour pour se rassurer qu'elle était bien elle va à la dans la réalité. Elle va à la fenêtre, elle l'ouvre, elle la ferme, mais je suis bien sur terre. Oui, oui. Parce que, dira-t-elle, quand dans les heures suivantes, son bureau est resté éclairé très tard ce jour-là, parce qu'elle s'est mise à rédiger un compte-rendu sitôt que le fantôme s'est retiré. Et donc, comme elle dira, d'une part, je savais que Madame Schwartz était morte depuis 10 mois, oui. D'autre part, je savais que les fantômes n'existent pas. Ou du moins, je le croyais. Et j'étais en face de Madame Schwartz qui me parlait. Et donc, elle est là, un peu agitée dans son bureau, en train de, vraiment nerveuse pour le moins. Et le fantôme, dans son fauteuil, d'une voix douce, très calme, continue. Non, docteur Kubler-Ross, vous ne devez pas abandonner ce séminaire. Ce séminaire est trop utile. Faites-moi plaisir, docteur Kubler-Ross. Dites-moi que vous allez continuer. Le fantôme continue de parler comme ça, tranquillement. Et à négocier, en l'occurrence. Oui. Et au bout de quelques minutes, Elisabeth Kubler-Ross réagit enfin et son esprit scientifique reprend le dessus. Il dit, bon, le fantôme, je l'ai déjà touché. Mais maintenant, il me faut autre chose. Parce que, d'après ce qu'on dit des fantômes, à un moment donné, ils disparaissent. Bien sûr. Or, si je vais raconter « je l'ai touché, mais il a disparu », qui me croira? Il me faut une trace. Et là, il a une illumination, ben, que voulez-vous? Même quand ils ont un moment de stand-by, les grands cerveaux sont toujours performants. Elle dit à Madame Schwartz, « Écoutez, Madame, le pasteur Anderson, qui travailla avec moi dans le séminaire à l'époque où vous êtes décédé, elle lui dit carrément, à l'époque où vous êtes décédé. C'est quand même extraordinaire comme genre de vous discussion. Vous le savez, il a quitté l'université, vous le savez ou vous ne le savez pas, il est dans une autre ville, dans la ville d'Urbana, mais puisque vous êtes revenu, vous, Madame Schwartz, cela ferait certainement plaisir au pasteur Anderson si vous écriviez quelques mots de votre main que je lui ferai passer. » Et elle avance vers le fantôme, une feuille de papier et un stylo. Et Madame Schwartz se tait. Pendant quelques instants, on n'entend plus que le bruit du stylo sur le papier. Quel sang-froid quand même de la part d'Elisabeth Kubler-Ross. Bien sûr.
Et quand elle a terminé, où elle met quelques mots aimables, ordinaires, dans une partition, elle pousse la feuille vers Elisabeth Kubler-Ross et elle disparaît. Comme ça, comme un fantôme. La forme disparaît. Ok. Eh bien, Emmanuel, cette feuille de papier, après avoir été authentifiée, on a comparé à d'autres manuscrits de Madame Schwartz, bien entendu. Bien sûr. Après avoir été authentifiée, est restée encadrée dans le bureau de Madame Kubler-Ross. Et donc cela, c'est une preuve. Parce que ce n'est pas Elisabeth Kubler-Ross tout de même qui s'est dédoublée et qui aurait transformé son écriture. C'est une preuve qui confirme au tout début de notre histoire la réaction du pasteur Quincanon, l'autre pasteur. Madame Kubler-Ross, il y a là une dame qui visiblement vous attend et souhaite s'entretenir avec vous. Et donc, moi, je ne peux que dire qu'Elisabeth Kubler-Ross a véritablement vu un fantôme. Alors, ce qu'ils font penser, ce sera pour tout à l'heure. Voilà, ce que en disent les scientifiques dans un instant dans les clés du mystère. Yves, c'est encore une histoire absolument incroyable que vous nous avez racontée là, celle de ce fantôme, le fantôme de Madame Schwartz et de cet écrit donc que Madame Schwartz aurait fait, tout simplement. Mais alors, qu'en disent les scientifiques? Parce qu'il y a deux choses. Il y a le pasteur qui lui aussi, tout comme Elisabeth Kubler-Ross, a vu ce fantôme. Oui. Donc ça aussi, donc voilà, deux témoignages de vision, on va dire, d'apparition. Et puis il y a cet écrit. Qu'en disent les scientifiques? Bon, alors, ça dépend de quel scientifique. Il y a les scientifiques ouverts et les scientifiques fermés, si j'ose dire. Et les objectifs, bon, c'est une troisième catégorie. Les objectifs, j'espère les représenter ici. Voilà. Alors, bien entendu, il y a des gens qui vous trouveront tout le temps des explications qui en réalité ne tiennent pas la route, qui sont encore plus fantastiques que l'histoire elle-même. Alors ces gens-là vont commencer par s'attaquer à ce qui s'est passé dans le bureau en disant oui, ça y est, elle était en pleine crise de dépression, elle a fait une lettre en imitant l'écriture de Madame Schwartz. Enfin, un bon graphologue sait si ça a été imité ou pas. Bien entendu. Bon, maintenant, je vous cite un argument qu'on avance. Je ne vous dis pas que cet argument, je le prends au sérieux. Au contraire, il me fait rigoler. Parce que c'est parcelliser, c'est retenir seulement cela. Alors effectivement, on dirait une personne en dépression se prend pour une autre, écrit en essayant de passer pour une autre. Bon, ça brinque mal, mais ça roule. Mais on oublie que cette toute petite phrase du pasteur Quincanon, je vous laisse, quelqu'un vous attend. Le pasteur Quincanon, qui il s'en va. Et quand après, Elisabeth Kubler-Ross l'interrogera, mais vous avez bien vu quelqu'un? Ah oui, et le pasteur Quincanon, qui est aussi une personne intelligente, se remémorera, oui, mais c'était tel jour, puis vous m'accompagnez à l'ascenseur, vous aviez l'air préoccupé. Bien sûr, Elisabeth Kubler-Ross voulait lui dire, je laisse tomber. Vous aviez l'air préoccupé, bon, puis il y avait cette dame qui vous attendait. Le pasteur Quincanon, lui, paradoxalement, a vécu quelque chose d'extrêmement banal. Bah oui, il y a quelqu'un qui l'attend, je vous laisse. Voilà. Bon. Parce que lui ne savait pas que cette personne qu'il voyait était décédée 10 mois avant. Mais non, il était tout nouveau dans l'équipe. Voilà. Bon, donc ce point de vue ultra sceptique, il ne tient pas la route. Il est encore plus fou que les hypothèses folles, si on ose dire. D'accord. Bon, alors reste le point de vue qui, bien entendu, va être défendu par certains. Madame Schwartz est revenue de l'au-delà pour aider Elisabeth Kubler-Ross. Alors là, c'est peut-être aussi aller un peu vite. Il s'est passé quelque chose, ça c'est certain. On a vu une forme, 2 personnes l'ont vue. Il y a des traces écrites. Ouais. Mais de là à aller jusqu'à penser que finalement Madame Schwartz est revenue et qu'elle pourra revenir d'autres fois, que finalement les morts se manifestent, qu'ils sont pas morts, ils sont pas au cimetière, c'est simplement comme s'ils étaient dans une autre ville et de temps en temps ils viennent nous voir. Oui. Ça me paraît parfaitement exagéré. Parce que ce corps de Madame Schwartz, que peut-être Elisabeth Kubler-Ross a touché, j'ai eu l'impression de toucher un corps humain, oui. Il est quand même quelque part dans une tombe en train de retourner en poussière. Et donc, tout ce qu'on peut suggérer, à mon avis, en cherchant l'équilibre, en ne refusant pas ce qui est une réalité, le phénomène qu'a vécu
Elisabeth Kubler-Ross, c'est une anomalie avec un A majuscule, mais c'est une réalité. En refusant de tomber dans l'excès, qui serait refuser une autre réalité, la réalité de la mort, encore une fois, je le répète, elle voyait Madame Schwartz devant elle, mais le corps de Madame Schwartz était sous une pierre tombale. Ouais. Alors, à mi-chemin, Emmanuel, qu'est-ce qu'il y a? Mais il y a peut-être l'existence de la conscience. Matérialisée, en l'occurrence. Oui, finalement, ce que les religions appellent l'âme. Et que moi, je ne veux pas appeler l'âme parce que la science, voilà. C'est une chose, oui. Elle est côté torchon, et la religion est côté serviette, mais on va l'appeler conscience, une part immatérielle. Quand le corps meurt, quand il se décompose, ben, il reste quelque chose de nous qu'on ne voit pas, et puis qui de temps en temps peut provoquer des phénomènes de type apparition. Donc preuve que l'immatériel peut devenir matériel. Oui, sous réserve que nous ayons bien une conscience. Parce que vous trouverez à l'heure actuelle de très grands scientifiques à Paris, du côté de l'Académie des sciences, qui vous diront l'être humain n'a pas de conscience. Quand on est mort, il ne reste rien que lui, de lui. Eh ben moi, mon opinion, ce serait que une aventure comme celle d'Elisabeth Kubler-Ross, ça pourrait donner à penser que ces scientifiques qui vous disent tout est dans le cerveau, plus de cerveau, plus rien, ils sont peut-être un peu trop radicaux. Voilà, c'était une belle histoire. Dites-moi Yves Lignon, est-ce qu'il y a d'autres histoires absolument incroyables comme ça où effectivement l'immatériel se matérialise de cette manière-là, quoi? On pourrait presque en avoir une tous les dimanches. C'est pas vrai. Et d'ailleurs, dimanche prochain, nous parlerons non pas d'un fantôme, mais d'une main qui était peut-être la main de Napoléon. Sauf que Napoléon est mort en 1821 et notre histoire de la semaine prochaine se déroule en 1863. C'est ce que nous découvrirons donc dimanche prochain entre 11h et midi dans Les Clés du Mystère. En attendant, passez une bonne semaine. À dimanche prochain. Bye bye. Sud Radio, Les Clés du Mystère.